il y a longtemps, quand j'étais étudiant, je me souviens d'un professeur d'anthropologie assez connu dans les milieux de l'anthropologie comme surtout un spécialiste de la mort, et qui disait de façon un petit peu, bon, c'est une sorte de plaisanterie, qui avait parfois, qui s'appelle Vincent Thomas, connu pour donc un ouvrage qui s'appelle Anthropologie de la mort, et il disait mieux vaut le vin d'ici que l'eau de là. Et ça nous faisait un petit peu sourire, mais juste comme ça, parce que c'était une sorte de blague un petit peu funéraire, mais qu'on appréciait pas mal. Et j'ai vu dans l'ouvrage de Michel Guignard qu'il impute en particulier à une partie du monde des Oya une sorte de diabolisation du monde des griots, qui seraient quasiment des suppôts de Satan. Et donc le cliché de permissivité et d'hédonisme qui leur colle à la peau était une chose qui était assez fortement reçue dans l'ensemble de la société morte de l'époque. Et Michel Guignard, donc de formation en partie psychosociologique, disait les griots se situent du côté du ça, il utilise ici le langage de la psychanalyse, alors que les groupes qui sont les groupes dominants se seraient plutôt situés du côté du surmoi. Mais on note chez les griots, dans leur musique comme dans leur poésie, les deux d'ailleurs étant très difficilement séparables, un effort constant pour se soustraire à ce préjugé et se ménager un chemin vers un destin dans l'au-delà, religieusement acceptable d'un point de vue musulman. Et leur louange atteste aussi de leur volonté d'associer les chefs Hassan qu'ils louaient ou qu'ils célébraient à un même destin post-mortem à peu près acceptable, ou essentiellement acceptable. Au point que parfois ils semblaient faire concurrence aux Zoaya, justement, et c'est un peu le thème, je dirais le thème central, s'il y a un thème dans mon propos, qu'il y a une sorte de concurrence, si vous voulez, pour le contrôle des univers du monde, ce que j'appelle le monde de l'invisible, si on considère que la musique ouvre sur des mondes invisibles, ce que j'emprunte à un penseur français qu'il faut asséner quelques citations quand on veut faire un peu le cuistre dans ce genre de circonstances, un ouvrage de Merleau-Ponty qui s'appelle « Le visible et l'invisible », dans lequel notamment l'art, et particulièrement la musique, ouvre sur des mondes invisibles, disait Merleau-Ponty. Mais l'essentiel du monde invisible est quand même une affaire qui revient en principe aux Zouaïens, qui seraient en quelque sorte l'administrateur de cet univers, et ceux qui savent ce qui se passe notamment après la mort. Et ce que je voudrais souligner ici, qui n'a aucune originalité, parce que ça court d'ailleurs, les interventions précédentes ont largement souligné une partie de ces aspects, et je pense que les suivantes le feront également, c'est que, comme le montre aussi Guignard, dans cette société, qui était une société assez rigidement structurée, chacun doit en quelque sorte être à sa place. Et j'emprunte là aussi une démarche, enfin un élément d'une démarche à un sociologue que j'ai un petit peu fréquenté, qui s'appelle Bourdieu, qui parle d'un effet d'assignation statutaire, c'est-à-dire cette injonction qui consiste à dire aux gens « soyez ce que vous êtes ». C'est-à-dire on leur impose une sorte de cliché, de stéréotype, de vêtements en quelque sorte identitaires ou statutaires, pour leur dire « voilà ce que vous devez être, devenez ce que vous êtes en fait déjà plus ou moins ». Et je crois que la concurrence que je souligne entre Zoé et Griot s'inscrit dans cette compétition autour de l'effet d'assignation statutaire que je viens à l'instant de mentionner. Alors, dans le propos que je vais développer, en espérant que j'y arriverai, mais vous m'arrêterez, Monsieur le Président, si je déborde, ça peut s'arrêter à tout moment, je pense, cette affaire. Le premier point, ce sera sur les avantages, ce qu'on pourrait appeler les avantages d'être griot. Le second point, ce sera plutôt les désavantages d'être griot. Et le troisième sera plutôt consacré à cette volonté de se disculper, religieusement parlant, de cette espèce de ce que Bruce Hall appelle une macule de l'infidélité ou de l'incroyance qui fait partie de ce cliché qu'on voudrait leur coller à la peau et dont ils voudraient eux-mêmes se défendre le plus qu'ils peuvent. Donc, premier point, de l'avantage d'être ce que j'ai appelé de l'avantage d'être griot. Vous savez que cette société morte à laquelle s'est intéressé Guignard était une société
assez rigidement stratifiée, dans laquelle il existait des ordres plus ou moins fermés, et en particulier fermés sur le plan matrimonial essentiellement. C'est ça qui distinguait les gens. Et les ethnologues parlent par exemple d'une règle non écrite qui s'appelle l'hypergamie féminine, l'idée qu'une femme ne peut pas épouser un homme qui n'est pas en statut égal ou supérieur à celui de son père, ce que Hassania en résume par le dicton « Il atmasu jloud, itgaddu jloud ». Donc on évite en général que des mésalliances de ce type, en particulier dans le sens hiérarchique. Et les griots, même s'il était assez chic pour les gens des groupes dominants d'épouser une femme appartenant à ce milieu, l'inverse était sans doute difficilement acceptable. Et je crois que même dernièrement, dans ces dernières années, il y a eu quelques cas de chahut social associés à des tentatives de ce type qui ne convenaient pas vraiment à la mentalité dominante dans la société. Parmi les privilèges ou l'intérêt que présentait le statut de griot, c'est celui qu'une personne qui a un peu de culture, qui voudrait être sortable et fréquentable, devait pouvoir, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, devait pouvoir dire quelque chose d'intelligent sur la musique et comprendre comment cela fonctionne. Et ça donnait même lieu à un apprentissage, un enseignement qui était dispensé notamment aux sphères les plus importantes de la communauté guerrière. Et il arrivait même que des gens envoient leurs enfants en quelque sorte à des précepteurs guerriers qui leur dispensent un savoir pendant un certain temps en échange d'une compensation ou d'un paiement qui pouvait parfois avoir une certaine ampleur. Et en même temps, évidemment, ce groupe qui était le porteur de la communication, en gros, la communication de prestige dans la société, à la fois leur louange, et ça c'est, je dis, des banalités que vous connaissez tous ici, leur louange et leur satire étaient particulièrement soit recherchées, soit redoutées. Et ou quelque chose comme ça est une affaire qui pouvait être très embarrassante. Et tout ce qui pouvait être de l'ordre de ce qui est critiquable, si vous voulez, en particulier l'absence de générosité, qui est le critère fondamental, en plus de celui d'être meftour dans leurs oral, pouvait également susciter moqueries, satire, etc. Et je disais tout à l'heure qu'il était chic parmi les milieux savants et les milieux guerriers d'importance d'épouser éventuellement parfois une dame de ces milieux-là. Et à défaut de les épouser, en tout cas, leur louange était très bien vue. C'était une manière aussi de se protéger. Et si vous ouvrez un ouvrage qui s'appelle Kitab al-Arani wal-Murannin, un Mukhtar al-Hamidoun, qui a été publié il y a quelques années au Maroc, il y cite, c'est une sorte de petite anthologie littéraire poétique inspirée d'un modèle très ancien, très important, qui est la grande anthologie arabe en la matière, citée par mon collègue Mohamed El-Boualibe l'autre jour, la Rani d'Abul Faraj al-Isfahani, donc une anthologie du Xe siècle. Et Mukhtar al-Hamidoun a repris ce modèle-là et il a rassemblé tous les vers dits en arabe classique par des gens qui louaient les griots, et particulièrement les griottes, qu'elles chantaient, elles ne se prévaient pas de chanter elles-mêmes. Il y a un petit brin de narcissisme dans cette communauté, à peu près que tout le monde connaît aussi. Et j'aurais pu citer quelques exemples et donner quelques noms, mais ça va enfin, il n'y a pas que les poètes locaux, mais d'ailleurs, les griottes chantaient, et je ne sais pas depuis quand, d'ailleurs, c'est une question que je pose aux spécialistes qui se trouvent dans cette salle, depuis quand la poésie en arabe classique est-elle entrée dans le répertoire chanté de ces milieux, mais en tout cas, c'était une chose bien vue que de louer les griots, notamment, ou les griottes, à travers cette poésie qui s'exprime ici en arabe classique uniquement, dans le bouquin de Mukhtar al-Hamidoun, mais elle est aussi très répandue en dialectal. Il y a aussi l'étendue du pouvoir, disons, des griots sur les guerriers, prend aussi parfois un tour que j'appellerais cruel, dans certains scénarios qu'on peut même qualifier, à mon avis, de sadomasochistes d'une certaine façon. Par exemple, je donne un ou deux exemples. On raconte ainsi qu'un griot, là c'est Guignard aussi qui le reprend, d'ailleurs c'est un épisode qui court un peu toute la littérature sur ces questions, qu'un griot aurait mis au point un dispositif chanté et qu'il promettait de donner son nom à celui qui se montrerait assez courageux pour accepter de se faire prélever quelques morceaux de on dit son ventre, mais je ne sais pas si ça se situe ailleurs, enfin j'espère pour lui que c'était dans un endroit en tout cas éventuellement prélevable, et que une personne s'est montrée capable d'accepter cette imputation. C'est Heibo Nrmash, début XVIIIe siècle, l'émir des Brakna, et qu'il aurait de ce fait-là reçu le nom de la fameuse Snimit Heibe,
qui est donc une pièce, enfin, un moment important donc, du parcours musical connu. On dit aussi, on raconte que, et ça c'est aussi une histoire qui court la littérature ou les indications qu'on trouve, un certain Hamadi ou Sidi Ahmed Ould-Dlil des Oulad Mbarak, lors de la bataille de Rabou qui se serait déroulée en 1831, a reçu une querelle interne d'ailleurs essentiellement je crois aux Oulad Mbarak, qui a fini par s'exterminer d'ailleurs en partie à cause des griots, dit-on. Les griots chantaient tellement leur courage qu'ils n'avaient presque qu'une envie que pratiquement de se suicider pour l'honneur en quelque sorte. Et on dit que une de ses mains a été quasiment sectionnée, mais qu'il a voulu le cacher, qu'il l'a enrobé dans une sorte de tissu, et que cette affaire-là a fini par produire une putréfaction un petit peu dérangeante pour l'environnement proche en particulier, et que son épouse, qui s'appelle, je crois, Hamamt Sidi Ahmed el-Mukhtar, s'est ouvert de cet inconvénient à son propre père, et que ce dernier aurait demandé à un griot du nom de Mohamed el-Stouidbou de chanter, de préparer quelque chose à chanter pour ce personnage candidat à l'amputation, si je puis dire, pour lui réclamer la possibilité de lui soustraire cette partie de son corps un petit peu dérangeante. Et le marché fut conclu, et il semble que ça ait ouvert une nouvelle ère olfactive dans ce campement des Oulad Mbarak des années 1830. Vous connaissez l'histoire, Gawat Riyam ou Kamlat, etc. C'est une affaire que vous connaissez. Voilà. Alors le don, disait naguère Marcel Mauss dans un texte assez connu. Je vais encore là faire mon cuistre, mais il faut quelques citations comme ça pour vous égarer éventuellement. Le don, disait Marcel Mauss, crée plus que le don. Il y a un effet synthétique, ce qu'on appelle l'effet synthétique du don, développé par Marcel Mauss. Et cette assertion concernait non seulement, je crois, les biens matériels, ce à quoi pensait essentiellement Marcel Mauss, mais elle peut aussi concerner, bien sûr, les biens symboliques, en particulier les louanges, et que les griots adressent à ce qu'ils sollicitent, même quand ils leur demandent en quelque sorte une part d'eux-mêmes, comme je viens de vous l'indiquer, comme les deux exemples donc mentionnés à l'instant. Et le crédit de louange peut même obliger le prophète de l'islam lui-même, fût-ce sur le mode d'une volonté déférente et pieuse de célébration, comme dans les vers d'une Taïdine de Seddoum ou l'Injartou, dont il a été beaucoup question et que je vais convoquer moi-même de temps à autre, quand il dit « Ya Nabi Boule Noir, la tathayyad anni, ana mali ya sabbar, ma nahmel ba'dak minni, nishkar jayshak al-ansar, jaysh ad-din al-sunni ». Vous voyez, c'est le dernier vers, les deux derniers hémistiches qui expriment ce crédit, c'est-à-dire l'idée de ne t'éloigne pas de moi, ô prophète de l'islam, parce que je suis là pour te louer, toi et les tiens, en quelque sorte. Je vous fais crédit de mes louanges, mais prophète, ne vous éloignez pas de moi. Enfin, protégez-moi le moment venu, quand ce sera nécessaire. Il y a des constructions des lettrés aussi qui associent. On vous a montré ça ce matin, je crois, dans une des slides, et ça va également, je crois, être abordé dans une sorte d'association qui donne une sorte de dignité, j'allais dire, métaphysique à l'Azawan, en associant les bhour aux humeurs, etc., à cette espèce de vision cosmologique, en quelque sorte, dans laquelle on incorpore les moments de la musique, les étapes de la vie, les humeurs principales du corps, tout ça faisant un ensemble et indiquant en quelque sorte un caractère essentiel de cette poésie, de cette musique, dont les griots sont porteurs. Mais toute cette dignité et importance ne privent pas les griots d'être évidemment l'objet aussi de quelques invectives, même de certaines formes de mépris et de minoration sociale, comme le souligne en particulier Michel Guignard. Et ici, je ne fais que prolonger un petit peu certaines des remarques qu'il a émises lui-même dans son ouvrage. Michel Guignard a insisté surtout sur l'opposition polaire entre guerriers et griots. Et il a essayé de montrer qu'il y a comme une sorte de balance, si vous voulez, entre les vertus attribuées aux guerriers et les défauts attribués aux griots.
comme si les unes étaient un peu, l'un est en quelque sorte le contraire de l'autre. Il a beaucoup moins insisté sur les rapports entre griot et Zouaï et Outolba. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ces milieux-là étaient souvent portés à considérer les griots comme pratiquement des suppôts de Satan. Et il y a un dicton là aussi assez fameux, contesté semble-t-il par certains, mais que vous connaissez tous, le marabot ma sahbi giou. Et Sid Ahmed Ahmed Salem, en introduisant l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure de Mukhtar al-Hamidoun, qui s'appelle Kitab al-Aghani wal-Mughannin, il dit ce proverbe a été mal interprété. En réalité, il faut dire le marabot ma sahbi giou. Personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit cette version-là qui soit, si vous voulez, la vraie. Mais j'ai un petit peu de doute parce que je crois que l'histoire a des racines un petit peu plus anciennes que ce que Sid Ahmed a voulu présenter. Mahossah, ça veut dire qu'il est impossible pour lui de devenir un griot. Au lieu de dire le marabot mahossahib, le marabout n'est pas l'ami ou le compagnon du griot. Je dis c'est une affaire qui remonte assez loin parce que quelqu'un a dit hier, je ne sais pas qui, que les Almoravides, qui sont partis, comme vous le savez, en tout cas une bonne partie d'entre eux, les environs du Nouakchott actuel, quand ils ont conquis Sijil Massa, ont ordonné la destruction de tous les instruments de musique. Avec les chiens, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un lien entre les chiens et la musique, mais en tout cas, ils avaient ordonné la démolition des deux. Et donc, ça signe un intérêt, pour le moins mitigé, de ces gens-là pour le genre musical. Et j'ai moi-même mis la main, c'est peut-être un peu trop dire, en tout cas, j'ai émis quelques commentaires sur une lettre qui avait d'ailleurs été commentée par d'autres gens avant moi, notamment deux orientalistes anglais très compétents sur l'arabe. Une lettre qu'on trouve dans un recueil de fatawa de Suyuti qui s'appelle Hawil il-Fatawi. Et cette lettre a la curieuse spécification, enfin l'intérêt d'être, à ma connaissance, le plus ancien document écrit envoyé de cet espace ouest-saharien. Il y a une controverse sur sa provenance exacte. Elle est envoyée par un certain Mohammed ibn Mohammed al-Takrouri al-Lamtouni. Il n'est pas dit qu'il est de... Moi, j'ai tenté d'argumenter qu'il est de Walata, mais je suis revenu un peu sur cette idée par la suite, en partie pour complaire d'ailleurs à l'âme de John Hanwick. Ça, c'est pour la petite histoire, parce que j'ai participé à un colloque à Evanston, aux États-Unis, qui était un colloque d'hommage à la mémoire de John Hanwick, qui avait le premier traduit ces textes en anglais et dit, lui, comme Norris Landy, que ce texte était très vraisemblablement envoyé des environs d'Agadez. Mais j'avais quelques arguments quand même pour dire qu'il est plutôt probable que ce soit un texte envoyé de l'ouest saharien, parce que d'abord, il n'y a pas une tribu Lamtouna, à ma connaissance, qui existe ailleurs que dans les environs de l'Agaïla et un peu éparpillé dans le reste de la Mauritanie. Et il y avait un deuxième trait qui me semblait très important, c'est que la corporation des griots en tant qu'ordre social n'existe pas chez les Touaregs. Et le texte le texte envoyé à Suyuti comporte précisément une précision qui mentionne cette existence. Et il y a 57 paragraphes importants dans cette lettre, mais je n'en ai retenu ici qu'un seul, celui qui concerne justement la présence de ce groupe de musiciens spécialisés. Et voici ce qu'il dit. C'est pas très sympathique pour les griots, ou les ancêtres des griots, mais enfin bon, c'est de l'histoire. Donc il écrit « Il en est qui n'ont d'autres métiers que chanter, jouer de la flûte, le mizmar ». En réalité, le mizmar, c'est une sorte de métonymie des instruments de musique en général. On a d'autres occurrences qui montrent que ça ne veut pas dire exactement la flûte. Le mizmar, répandre les louanges de ceux qui les paient en conséquence et des satires sur ceux qui ne le font pas. Il en est qui n'ont d'autre activité que de tenir compagnie aux émirs et aux grands, mangent avec eux et vivent de leurs biens illégalement acquis. Vous voyez que ça donne un peu une sorte d'idée peut-être des protos, un monde des protos. Ça, c'est 1494, exactement la lettre telle qu'elle est, elle a été reçue par Suyuti. Et donc, il y a ce sentiment mitigé, pour le moins, Là, je suis toujours dans les inconvénients d'être griot. Et vous connaissez certainement ceux d'entre vous qui ont fréquenté un peu le diwan de Seddoum, tel qu'il a été édité, notamment à la suite du projet Totem,
qui avait été initié à un moment par l'Institut mauritanien de recherche scientifique. Vous connaissez probablement cette pièce rimée dans laquelle Seddou Lindartou, semble-t-il, s'adressant à donc Mohamed Mohamed Cheikh, l'émir du Tagant de l'époque, qui est mort en 1821 d'après les chroniques dont nous disposons. Dans cette pièce rimée, Seddou s'efforce en quelque sorte de prendre à partie. On dit Sidi Abdullah al-Hajj Brahim, l'un des plus grands lettrés de la Mauritanie du XVIIIe siècle, qui est mort en 1818. Et cette pièce dit يلي تلغز بها الردات إله اسمع هذه الكلمات مبين عليه الصلاة وعليه السلام بوديه فات نشد في الطويلة بيات عباس بن مرداس عليه وكعب بن زهير نشد فات بان السعاد بين يديه وأعطاهم الحوايج الزينات وحنا مقتدين اللبيه. Il dit, voilà le poète, il s'adresse en quelque sorte indirectement ou presque directement peut-être à Sidi Abdullah al-Hajj Brahim pour lui dire le prophète de l'islam lui-même a accepté les louanges de deux des plus grands poètes de l'histoire du monde arabe et il les a récompensés de dons généreux. Et donc nous ne faisons que imiter en quelque sorte ce poète antique. Donc là je commence à entrer dans la légitimation, l'auto-légitimation des religieuses des griots dans leur compétition, ce que j'appellerais leur compétition pour l'accès à l'univers invisible avec le monde des Zouaïrs. Vous savez sans doute tous, c'est une banalité aussi de le dire, que le refrain « La ilaha illallah » qui revient, qui est vraiment la phrase la plus prononcée de toute la musique des griots, laisse un petit peu perplexe. D'ailleurs, Guignard lui-même était un peu perplexe sur la signification de ce refrain, qui est la profession de foi donc musulmane, et comme si c'était là aussi une volonté de participer, cette volonté de se dédouaner de ces suspicions de mécréance. Mais ça va, les choses vont beaucoup plus loin parce que on trouve, et ça parcourt l'ensemble en particulier de ce diwan de Seddou, mais c'est toute la poésie des griots qui fonctionne comme ça et qui accompagne leur musique, c'est la volonté de tirer, c'est ce que j'appelle l'effet d'assignation statutaire, c'est la volonté de tirer les Beni Hassan vers un cliché acceptable religieusement parlant. Ça, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a, vous, guerriers, vous allez être des modèles d'islamité, d'un côté, et nous, griots, nous vous accompagnons un peu dans cette démarche, et nous voulons participer aussi du bénéfice religieux, en quelque sorte, de cette assignation statutaire que nous tentons de vous infliger. Et ceci, je dis en compétence avec le monde des Zouaïrs, parce que j'ai émis il y a très longtemps de cela, une trentaine d'années peut-être ou davantage, l'idée que chez les Zouaïrs, on trouve déjà l'idée d'une sorte de ce que j'appelle moi la stratégie de l'épitaphe, une sorte de sélection posthume des guerriers pour leur dire vous êtes pour aller au paradis, je sais ce qui vous est arrivé. Michel Guignard a souligné le caractère construit des stéréotypes statutaires qui assignent en principe à chaque individu une place dans la structure sociale des morts traditionnels plus ou moins figées. Il a montré la fragilité du cliché relatif aux griots concernant les prétendus défauts opposés aux qualités attribuées aux guerriers. Il a aussi mentionné sa diabolisation par les OEA, ou certains d'entre eux qui voient dans ce qu'il appelle les professionnels du plaisir terrestre des adversaires de la quête du salut dans l'au-delà et de toutes les valeurs religieuses censées être défendues par le monde des OEA en particulier. Donc, prolongeant pour ma part ces remarques de Guignard, j'ai suggéré que dans leur volonté de défaire ce cliché de mécréance dont ils sont victimes de la part de ces mêmes milieux Zouaïrs, les Iggaoun sont en réalité des compétiteurs des Zouaïrs pour le contrôle de l'âme des guerriers, pas seulement dans l'au-delà, mais aussi et surtout ici-bas. Comme ces derniers, mais pour des raisons différentes, pour eux c'est légitimer leur propre incorporation aux valeurs religieuses islamiques dominantes, les griots ont besoin d'opérer quelques incursions dans l'univers invisible, dont la gestion relève en principe essentiellement des Zouaïrs, qui s'efforcent, eux, de se servir de cette prérogative pour se protéger du despotisme guerrier. De sorte que griots et marabouts se rejoignent en quelque sorte pour tenter d'assigner au Hassan une piété qui n'était pas, me semble-t-il, là je parle sous le contrôle de mon ami Mohamed El Boualeiba, qui n'était pas un adjuvant essentiel de leur statut.
ils leur disent tous les deux, devenez ce que vous êtes, c'est-à-dire de bons musulmans, pour que nous, griots, soyons aussi de bons musulmans et que nous, Zouaïas, soyons protégés de vos penchants agressifs et prédateurs. En somme, l'affaire des griots est un peu, et de leur statut est une question simplement de vie et de mort. Je vous remercie.